L'aube du 15 avril 2025 se levait paisiblement sur la mer Rouge. À bord du USS Harry S. Truman, ce mastodonte de 13 milliards de dollars, les 5000 marins commençaient leur journée de routine. Mais à 7h24 précise, tout a basculé. Les écrans radars se sont illuminés d'alertes rouges. 11 projectiles fonçaient vers le groupe naval américain depuis les côtes yéménites. 6 missiles de croisière, 2 missiles balistiques et 3 drones. Cette attaque coordonnée des rebelles Houthis allait déclencher une riposte qui changerait à jamais les règles d'engagement en mer. Imaginez la tension dans le centre de commandement. En quelques secondes, l'équipage réalise qu'ils font face à l'assaut le plus sophistiqué jamais lancé contre un porte-avions américain par une milice. Ce n'était pas un acte désespéré, mais une opération minutieusement planifiée pour humilier la première puissance navale mondiale. Les Houthis avaient choisi leur moment avec une précision chirurgicale. L'escadrille aérienne du Truman était partiellement clouée au sol pour maintenance programmée, créant une fenêtre de vulnérabilité que l'ennemi comptait exploiter. Cette coordination révélait un niveau de renseignement inquiétant, suggérant l'implication de puissances étrangères dans la planification. Les missiles de croisière utilisés étaient des Qud-4, fournis par l'Iran. Ces armes redoutables volent en rase-motte, épousant la surface de la mer pour échapper aux détections radars. Contrairement aux missiles classiques qui suivent une trajectoire prévisible, les Qud-4 serpentent comme des ombres mortelles, invisibles jusqu'à l'impact. Les missiles balistiques, eux, testaient les défenses antimissiles depuis les hautes altitudes, tandis que les drones agiles semaient la confusion, forçant les systèmes de défense américains à traquer simultanément des menaces multiples. Cette attaque représentait bien plus qu'une provocation militaire. Frapper le USS Harry S. Truman, c'était s'attaquer à un symbole de la puissance américaine. Un seul impact aurait pu ébranler la confiance mondiale dans la marine américaine et propulser les Houthis au rang de héros dans tout le Moyen-Orient. L'enjeu dépassait largement la mer Rouge. Le timing n'était pas fortuit. Quelques jours plus tôt, l'aviation américaine avait bombardé des sites d'armes Houthis lors de l'opération Roue Gridée. Cette attaque d'avril constituait leur réponse, un message clair. Nous pouvons riposter, même contre une superpuissance. Certains experts soupçonnent la main de l'Iran dans cette planification, la complexité de l'opération trahissant une expertise que les Houthis ne possèdent pas naturellement. Mais voici où l'histoire devient fascinante. Les rebelles ne visaient pas uniquement le porte-avions. Des preuves suggèrent qu'un destroyer de classe Arleigh Burke, réputé pour ses défenses antimissiles, était également dans leur ligne de mire. Un croiseur de classe Ticonderoga et même un navire de ravitaillement crucial pour l'autonomie du groupe naval figuraient sur leur liste de cibles. Cette ambition démesurée révélait leur intention de paralyser entièrement la formation américaine. L'audace de cette opération défie l'imagination. Les Houthis, une milice née de la guerre civile yéménite, osaient défier la marine la plus puissante au monde. Leur force réside dans leur adaptabilité, utilisant drones et missiles pour frapper bien au-dessus de leur poids. Lancer un tel assaut nécessitait un courage extraordinaire et la conviction que même un échec résonnerait mondialement. Et la mer Rouge ajoutait une dimension géostratégique cruciale. Cette artère vitale du commerce mondial relie l'Europe à l'Asie via le canal de Suez. Une attaque ici ne concernait pas seulement les États-Unis, mais démontrait que personne ne pouvait ignorer la portée des Houthis. Le matin paisible était devenu un théâtre, et les rebelles étaient déterminés à jouer leur partition. Miraculeusement, les missiles n'ont pas atteint leur cible. Les drones n'ont pas percé les défenses. Pourtant, les Houthis avaient accompli quelque chose d'autre. Ils avaient captivé l'attention mondiale, prouvant qu'une force modeste pouvait menacer un géant avec les bons outils et le timing parfait. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. À 8h09, soit 45 minutes après la neutralisation de la menace, le USS Truman s'est transformé en plateforme de riposte. L'opération Package Echo venait de commencer, une contre-attaque d'une précision mortelle qui allait redéfinir les règles du jeu naval. Le pont d'envol rugissait d'activité. Les équipes techniques préparaient avec une efficacité redoutable des FA-18 Super Hornet armés de munitions à guidage de précision. Ces bombes de 450 kg, équipées de systèmes GPS, peuvent frapper à quelques mètres de leur cible. Aux côtés des Hornets, les EA-18G Groulé, véritables fantômes électroniques, embarquaient leur système de brouillage pour aveugler les défenses ennemies. 3 sites au Yémen avaient été sélectionnés sur la base de renseignements en temps réel. Un entrepôt de drones près d'Al-Udeida, un centre de commandement dans les hauts plateaux ouest de Sanaa et un site de missiles solaires protégeant les positions de lancement Houthis. Simultanément, le USS Gravely, un destroyer de classe Arleigh Burke, ouvrait ses silos de lancement vertical, révélant des missiles de croisière Tomahawk programmés avec des coordonnées exactes. Ces armes, conçues pour voler bas et vite, peuvent pulvériser des cibles durcies avec une force dévastatrice. La première frappe a touché à 8h30. L'entrepôt de drones près d'Al-Udeida s'est embrasé,
les explosions secondaires du carburant et des munitions stockées projetant des colonnes de fumée dans le ciel. L'imagerie satellite a confirmé la destruction totale du site. Le centre de commandement dans les collines a été pulvérisé par un Tomahawk, l'impact registré par les capteurs sismiques du Truman à plus de 80 km. Enfin, le site de missiles solaires a été oblitéré, laissant les positions de lancement outils sans protection. Cette riposte éclair a fait plus que détruire des infrastructures. Elle a perturbé le réseau outils à un moment critique, coupé leurs lignes de communication et épuisé leur stock d'armes. L'élimination du site de missiles solaires a rendu leur position vulnérable aux futures frappes, accomplissant l'objectif préventif de la mission. L'absence de pertes américaines était cruciale. Chaque appareil est revenu sur le pont du Truman sans incident, démontrant la supériorité technique et tactique de la marine américaine. Cette réussite reflétait des années d'entraînement rigoureux où les équipages se préparent à de telles missions dans toutes les conditions. Mais l'impact le plus significatif de cet affrontement fut le changement radical de doctrine qui suivit. Pendant des années, les navires américains dans les zones volatiles suivaient une règle prudente. Ne tirez que si l'on vous tire dessus. Cette approche, enracinée dans la retenue, n'était plus adaptée aux dangers de la guerre moderne. Après que les missiles se soient tus, la marine a réécrit son manuel, embrassant une stratégie permettant des frappes préventives. La nouvelle règle était claire. Si un signal radar suggérait qu'un missile était pointé vers les forces américaines, les navires pouvaient frapper en premier. Plus question d'attendre qu'un projectile soit en vol. Cette transformation majeure de la doctrine militaire américaine envoyait un message puissant aux outils et à leur soutien présumé. Tout signal électronique hostile, tout verrouillage radar sur un navire américain constituait désormais un motif d'action immédiate. L'objectif était d'arrêter une attaque avant qu'elle ne commence, garantissant la sécurité de milliers de marins. Ce changement reflétait une compréhension plus large de l'évolution du champ de bataille. Les conflits modernes n'opposent plus des armées d'État traditionnelles. Des groupes comme les Houthis, armés de technologies avancées, peuvent frapper depuis l'ombre. Dans un tel environnement, attendre un signe clair d'attaque n'est pas seulement impraticable, c'est dangereux. L'attaque d'avril 2025 en mer Rouge a marqué un tournant. Elle a montré l'Amérique s'adaptant à un monde où de petits groupes aux armes sophistiquées peuvent défier les grandes puissances. La décision de la marine de privilégier la préemption ne visait pas à chercher le conflit, mais à le prévenir. En agissant avant qu'une menace ne se matérialise, les États-Unis visaient à maintenir la sécurité de leurs forces et du commerce mondial. Le monde observe désormais, se demandant comment cette nouvelle détermination façonnera les conflits futurs. Une chose est certaine, la mer Rouge restera sous haute surveillance, gardée par une marine américaine prête à agir, non plus seulement à réagir.